Plan de Péronne avant 1903. La ville est coincée par des étangs au sud, par des fossés inondés au nord, et prisonnière de tous les côtés de ses remparts. Il n'y a que 3 accès pour rentrer et sortir de la ville. La porte de Paris, la porte du faubourg de Bretagne et la porte Saint-Nicolas. Et puis, ces portes sont étroites et surveillées. Le tournant de la rue Saint-Furcy, le passage sous la porte de Bretagne, le contournement du bastion de Chaulnes et les postes de garde ne facilitent guère la circulation. L'ancienne cité militaire, pour progresser et pour croître, a besoin d'espace. Mais tout ce qui l'entoure appartient à l'armée, avec une large zone de servitude non edificandi. La municipalité réclame de plus en plus le déclassement militaire de la ville. Ceinturée de 4 km de remparts, la ville ne peut s'étendre. Les progrès militaires, on l'a vu pendant la guerre 1870-1871, font que les murailles ne protègent plus. La décision est prise. Il faut abattre les fortifications devenues caduques et contraignantes. La percée Saint-Sauveur, commencée en 1903, sera le signal de départ des travaux de démantèlement de la ville. La percée Saint-Sauveur est située à l'est du quartier du même nom. Celle-ci sera réalisée en 1904. Une large avenue est tracée à travers la muraille à l'emplacement de l'ancienne porte Saint-Sauveur, disparue depuis longtemps. La route est désenclavée. L'accès au centre-ville se fait dorénavant sans embarras. Autre aspect de la percée Saint-Sauveur. Lors de la destruction des remparts sont mis à jour les vestiges de ce qui pourrait être l'ancienne tour Saint-Sauveur. Comme on peut le voir, le passage sous la porte de Bretagne et le contournement du bastion de Chaulnes sont devenus inutiles. La chaussée passe maintenant en ligne droite vers le faubourg de Bretagne. Suppression du bastion Richelieu et de la muraille entre le bastion de Vendôme et la porte Saint-Nicolas. Travaux de démantèlement du côté de la porte Saint-Nicolas. Nivellement des remparts entre la rue de la Madeleine et la porte Neuve. À proximité, le bastion Richelieu disparaît aussi. La poterne qui menait au chemin noir n'est pas encore détruite. C'est à l'aide de wagonnets que l'on évacue la terre avant de la déverser dans les points bas et marécages. Vue générale du bastion Richelieu en cours de démolition. Sur la gauche, nous découvrons la poudrière. Ici, la poudrière est encore debout, mais plus pour très longtemps. À sa droite, derrière, nous voyons la Banque de France. La porte Dauphine du Nord, bouchée depuis 1850, est rouverte pendant sa démolition. Ces lieux et murailles vont bientôt faire place au carrefour de la rue de la Caisse d'Épargne avec la rue Georges Clémenceau. Cette image de synthèse représente la porte murée avant le début des travaux. La butte de terre émergeant derrière les remparts et le mont du Pan, où pendant la Révolution des fêtes patriotiques ont été célébrées. Avec l'enlèvement de ce monticule va disparaître une glacière, établie là depuis fort longtemps.
démantèlement de la porte Saint-Nicolas et suppression du pont. En juin 1911, c'est au tour de la porte Saint-Nicolas d'être démantelée. Côté ville, le plafond en arc de cercle, datant de 1851, est démoli. Des lambeaux de réclame collent encore au mur. Côté campagne, la voûte est encore présente, mais dans quelques instants et quelques coups de pioche, elle n'en paraîtra plus. C'est fait. La voûte de la deuxième porte près du pont est tombée. Les ouvriers, fiers de leur œuvre, outils en main, posent pour la postérité. C'est encore un vestige du passé de la ville qui nous quitte. Et ça continue, encore et encore, au XXIe siècle. Il ne nous restera bientôt que des souvenirs à transmettre à nos enfants. La porte de Saint-Nicolas n'est plus. Son pont est supprimé. Une large avenue montant en pente douce vers les bois du Quinconce se dessine. Au Moyen Âge, ces terrains étaient occupés par des vignes. Il en est fait référence lors du siège de 1536, où le sieur de Raucourt, guidon de la Légion flamande, égaré dans les vignes du côté de la porte Saint-Nicolas, est fait prisonnier par les défenseurs. Certains diront que ce vin de Saint-Jean, produit ici, était offert aux nobles visiteurs de la ville. Les mauvaises langues, au contraire, confieront que cette piquette était si aigre que les habitants ne voulaient la boire. Avenue des Vignes ou allée du Clos Saint-Jean aurait pu être un nom légitime pour cette nouvelle avenue de la République qui vient de naître. Aspect de la porte Saint-Nicolas démantelée en 1914. Vue prise de la rivière du Cam. Les remparts ont comblé partiellement les fossés. La rivière du Cam, passant derrière la porte Saint-Nicolas, est une zone marécageuse, insalubre, qui sert de dépôt aux ordures et où les rats prolifèrent. Suppression des remparts, derrière la rue Mollerue et du Marin. À gauche du château, dans la rue Mollerue, beaucoup d'ouvriers s'affairent à la destruction des remparts. À droite de la rue Mollerue, débarrassée de la muraille, nous apercevons le stand de tir du Cam. À droite, on peut voir les magasins généraux dans la rue Mollerue. À gauche, les remparts ont disparu. Derrière la rue du Moulinet, au quartier du Marin, une équipe d'ouvriers donne les premiers coups de pioche de démolition de la tour Maillard et des défenses environnantes. À droite, dans le feuillage, on devinera la tour Sainte-Claire. Vue vers les Grands Moulins, nivellement entre la tour Maillard et la tour Sainte-Claire. À cette occasion, on découvrira les restes de l'ancien aqueduc du Moulinet. Derrière les Grands Moulins, la tour Sainte-Claire est sacrifiée. Les travaux menés rondement, à la pioche et à la pelle, progressent de jour en jour. C'est encore du patrimoine qui disparaît. La ville est à l'étroit dans ses remparts, c'est vrai, mais que va-t-on gagner comme terrain, en bordure d'un étang? Enlèvement des ouvrages 33 et 34 encadrant les Grands Moulins. En 1906,
une équipe d'ouvriers détruit les casemates, à droite des grands moulins. La journée de travail, harassante, est terminée. Les ouvriers sont partis. La démolition de l'ouvrage 33 reprendra demain. Ici, on nivelle le cavalier de l'ouvrage 33, près de la tombe du marin. Là, l'ouvrage 34, au sud des Grands Moulins, est presque arasé. Et c'est alors que l'on découvre les restes de la tour Paillarde. Destruction de la porte de Paris et des ouvrages avoisinants. Après la suppression des casemates, c'est maintenant la porte de Paris qui est détruite. Les murailles environnantes sont aussi à raser. Nivellement des remparts du sud-est. Démantèlement des fortifications côté sud, en mars 1914. Sur la gauche, on aperçoit le collège. Non terminé à l'arrivée des Allemands en août 1914, les occupants réquisitionneront des prisonniers pour achever les travaux et rendre carrossable ce nouveau boulevard. Fassol, dans son ouvrage « Péronne sous l'occupation 1914-1918 », écrira que dès la fin octobre 1914, les Allemands avaient construit un pont sur la Somme près des Moulins d'Amé, pour terminer le boulevard du Sud-Est. Aspect du boulevard du Sud-Est, du côté de l'ancienne porte de Flamicourt, également disparue. Stratégique pour l'occupant, cette nouvelle voie permet d'éviter le centre-ville. Vue aérienne de la ville. Photographie prise en aéroplane par l'aviateur Constantini. Début 1914, le déclassement militaire de la ville est réalité. Les murailles pesantes de la dernière guerre sont en grande partie démantelées. Au sud-est, le boulevard est tracé, mais pas encore carrossable. À l'est, la belle et ancienne porte de Bretagne est sauvée, in extremis. Le bastion de Vendôme, lui, a déjà disparu. Dommage. Au nord, le bastion Richelieu n'est plus. Les murailles sont démolies, renversées dans les fossés, dans les eaux stagnantes des marécages. Vue prise en ballon libre à 750 mètres d'altitude par l'aéronaute Arthur Tiberghien. La large avenue du Quinconce est réalisée. Quelques habitations se construisent. La porte Saint-Nicolas laisse place à un large passage où déjà on envisage de nouvelles constructions. Le climat est pesant. Des bruits de bottes retentissant d'outre-Rhin résonnent de plus en plus. La belle époque est bien finie. La guerre, la revanche sont maintenant inévitables. Pause pour la photographie, après un travail harassant. Rendons hommage à ces hommes qui, à la pelle et à la pioche, ont évacué dans des wagonnets tirés par des chevaux les centaines de milliers de mètres cubes de terre et de matériaux qui garnissaient nos 4 kilomètres de remparts. S'il fallait considérer toutes les démolitions de la ville et de ses dispositifs de défense, nous serions proches d'1 million de mètres cubes de terrassement, nous confiait après une évaluation minutieuse un ancien des ponts et chaussées de Péronne.
Pourquoi la porte de Bretagne et sa muraille ont-elles été préservées des démolisseurs? À la fin du 19e, la ville est à l'étroit, coincée dans ses remparts eux-mêmes entourés d'une large zone militaire de servitude non aedificandi. Péronne étouffe dans une défense devenue inutile et oppressante. Il faut abattre les fortifications. Vers 1900, la municipalité obtient le déclassement militaire de la ville et la suppression de sa servitude de non-construction, et peut dorénavant étendre significativement l'espace constructible. Les travaux de suppression des murailles encombrantes, commencés en 1903, se poursuivent promptement sous l'égide d'un concessionnaire entrepreneur, M. Duparchy. La rue actuelle, face à la Poste, porte son nom. Selon l'ouvrage de Robert Ambry, Les rues de Péronne 2001, Alexandre Duparchy, commanditaire des travaux de démantèlement, avait acheté une partie des remparts à détruire. Sa mort au cours des travaux causa leur interruption, ce qui sauva la porte de Bretagne et ses remparts, qui furent achetés par la ville. La guerre 14-18 éclate, où d'autres destructions non mandatées surviendront. Après la totale destruction de la ville, la belle porte de Bretagne, gravement blessée mais épargnée du démantèlement, sera restaurée à la reconstruction. La prise de conscience de l'intérêt du patrimoine à transmettre à nos enfants intervient trop souvent quand il n'en reste plus que des ruines, des images ou des souvenirs.